Et bonjour YouTube et bienvenue pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie aujourd'hui de Michiu, connu sur les internets sous le nom de Michiu, qui vient ici nous parler de Chronique Roleplay. Bonjour Michiu. Bonjour. Comment ça va de ton côté? Bah écoute, ça va bien. Je suis contente d'être ici, merci beaucoup. En tout cas, c'est cool que tu viennes nous parler un petit peu de ton, alors je vais dire ton, mais ça englobe une cinquantaine de personnes, comme tu m'as dit juste avant la prise de enregistrement. Mais je vais dire ton ou votre à la limite, même si tu es toute seule ce soir, votre projet ensemble de Chronique Roleplay, qui est un projet de web-série, on va définir un petit peu tout ça, qui englobe évidemment beaucoup de personnes, beaucoup de temps, du temps, évidemment, et on va parler un petit peu du financement que vous proposez pour vous aider à financer la saison 2, parce que vous sortez pas de nulle part, vous avez déjà une saison 1 qui est déjà filmée avec une cinquantaine de vidéos sur votre chaîne YouTube, et tu es là pour vous parler un petit peu de tout ça, de l'envers du décor, si ça te va bien. Exactement. Donc Chronique Roleplay, en fait, c'est une web-série qui est sur le thème du jeu de rôle. Donc nous, en fait, on est des rôlistes, et on s'est dit qu'on voulait proposer un nouveau format, en fait, sur YouTube, qui est le format web-série. Donc, on s'est dit qu'on allait faire justement une web-série sur le thème du jeu de rôle qui serait inspirée de l'univers de In Nomine Satanis Magna Veritas, donc le combat des démons contre les anges, de manière burlesque et surtout de manière très politiquement incorrecte, donc qui est parfaitement adaptée à YouTube. Et on a tourné effectivement. Voilà. C'est ça. Pas du tout. On a tourné. C'était de l'humour, hein, si jamais. Ah oui, non, c'est à 600% de l'humour, effectivement. On n'a pas vocation à être monétisé un jour, hein, on a abandonné ça il y a longtemps. L'idée. Donc on s'est lancé en fait ce projet un petit peu fou, avec au début une trentaine de personnes, et en tout on est arrivé effectivement à 54 personnes. Donc on a un format qui est assez court, hein, on va être entre 7 et 12 minutes, hein, donc c'est assez court. Et en tout, on a 21 épisodes qui sont déjà disponibles sur YouTube, donc pour la saison 1. Et donc ensuite, on a rajouté des bêtisiers, des soundtracks, des bandes annonces, et bientôt le making of là qui est en train de sortir. Ah, c'est bien. Déjà, réunir 30 personnes pour commencer, c'est déjà énorme, hein, quand on réfléchit, mine de rien, autour d'un projet comme ça. C'est déjà assez énorme, finalement, quoi. Comment c'est venu, du coup, cette genèse, ou comment vous avez recruté autant de monde? Vous jouiez pas à 30, quand même, Non. Non, c'est de base. Non, en fait, j'ai commencé par recruter en fait tous les joueurs de métal, puisque moi je suis maître du jeu de INS depuis 19 ans. Ça fera 20 ans l'année prochaine, hein, tout rond. Donc c'est très très vieux. Ah ouais. Ça me rajeunit pas. Et donc j'en ai parlé en fait à mes joueurs parce que au tout début en fait avec Amaury, mon meilleur ami, on s'est dit ben on a un petit peu de mal avec l'actual play, c'est long, les gens sont autour de la table, ils discutent. On aimerait quelque chose qui fasse un peu plus action. Donc on s'est dit ben on va s'inspirer en fait de la web série Noob, et on va en fait suivre les personnages à l'intérieur de l'histoire. Donc en fait on ne suit pas les personnes qui sont autour de la table, on va suivre les personnages qui sont incarnés par les joueurs. Donc on suit en fait cette bande de démons qui est fraîchement incarnée sur Terre et qui va essayer de faire le mal, mais du coup ils découvrent, donc ils le font pas très très bien. Ils font le mal, mais ils le font mal. C'est ça qui est rigolo en fait. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'être une web-série humoristique, le genre de choses où on se prend pas la tête, où on rentre du travail à la fin de la journée, on a envie de rigoler un bon coup. Donc voilà. D'accord. Du coup, il n'y a pas d'aller-retour entre les joueurs à table, les joueurs en scène, on va dire, comme on peut avoir dans d'autres web-séries qui ont voulu faire un petit peu pareil du jeu de rôle. On n'a pas d'aller-retour entre eux. En autour de la table, on est les personnes, et on est dans l'histoire, après on est les personnages. On est seulement focus sur personnages, du coup. Si j'ai bien compris. On est focus sur les personnages. 95% du temps, on va les suivre en fait dans leur aventure. Et 5% du temps, donc ponctuellement en fonction de la situation, on va voir un petit retour sur table où ils vont essayer de négocier avec le maître du jeu. Quand il y a un joueur qui va faire une bêtise, dire quelque chose qu'il faut pas à un PNJ, là on revient sur la table et ils vont essayer de négocier avec le maître du jeu pour lui dire non mais on est d'accord, en fait il a pas dit ça. Et on revient de suite dans l'aventure. En fait, c'est vraiment plus anecdotique. Oui, et c'est encore une fois, c'est un peu une humoristique en fait. C'est un ressort narratif que vous utilisez ou un ressort comique. Ok. Exactement, c'est ça. Je vois.
Du coup, rapidement, tu viens nous, alors, cela on fait un petit peu dans l'intro encore, tu viens nous parler du coup du financement que vous proposez. Alors, moi je vais le montrer, hein, tu le verras pas, mais moi je le montre actuellement sur le retour d'enregistrement, qui est actuellement sur Game on Tabletop. Vous avez le lien en description, bien évidemment, et en commentaire épinglé. Pour la saison 2, alors rapidement, du coup, ça va de quand à quand, et qu'est-ce qu'on finance finalement avec le Game On? Alors, donc très rapidement pour présenter, ça a débuté pour le lancement d'Octogone, donc tout début octobre, et le financement court jusqu'au 30 novembre. Donc, le financement dure 2 mois en tout, et on va en fait financer le matériel technique de la saison 2, sachant que l'objectif, c'est pas juste de financer du matériel technique, c'est aussi d'offrir en fait un service au monde des rôlistes, pour dire, en fait, nous, dans la saison 2, les gens n'ont pas forcément l'occasion de participer à un tournage audiovisuel, de voir comment on fait une web-série et d'être inclus dedans. Nous, le principe, c'est de dire, en fait, nous, on était 54, et puis on trouve ça drôle de réunir énormément de rôlistes. Donc, on se dit, on peut faire encore mieux. Donc, tous les rôlistes, en fait, qui auront envie de participer à l'aventure, nous, on les emmènera avec nous et on leur trouvera une petite place, que ce soit devant, derrière la caméra, selon là où les gens préfèrent. Ah, même derrière. Quand tu parles de derrière, tu parles de faire quoi, de tenir la perche à son ou des choses comme ça? Non, parce que ça peut être sympa aussi, quoi. Alors, à l'arrière de la caméra, ce sera plus de la régie, gérer les gens qui passent, donner un coup de main, en fait, ce genre de choses. Bon, vous êtes 54. Est-ce qu'il y a des chefs de projet qu'on peut citer, pour pas citer les 54, ou est-ce que tu veux nous faire les 54 prénoms d'affilée comme ça, sans respirer? Dis-moi tout. Alors, je vais pas vous faire les 54 d'affilée parce que ça va être très indigeste et puis ça serait pas très intéressant. Il y a des personnes en fait qui sont vraiment très impliquées. Donc, il y a mon meilleur ami, donc qui est aussi le producteur de la web-série, donc Amaury. Il y a bien sûr les acteurs principaux, Guillaume, Alexis, Jérémy, qui se sont énormément investis tant durant la production qu'en post-production aussi. On pourra revenir dessus un petit peu après, qu'est-ce qui fait que la pré-production, la production, la post-production dans une web-série. Et ensuite, sinon, on a eu pas mal de monde en fait qui est intervenu plus sur la partie technique. Donc là, je pense notamment à Hugo qui a fait toute la partie son, prise de son sur les tournages, composition, mixage, sound design après en post-prod. À Kevin et à un autre Hugo qui était là pour le montage en soutien de Jérémy, puisqu'on a eu aussi un stagiaire de l'école d'audiovisuel de Cannes qui est venu avec nous dans la post-prod. Donc qui ont fourni un travail assez immense. Et ensuite, il y aurait énormément de noms, de personnes, en fait, souvent, qui sont venus en tant qu'acteurs devant la caméra et qu'on trouvait ça tellement génial qu'en fait, ils sont passés derrière la caméra pour le restant des tournages. Je pense notamment à Sandy, à Manu, à Vinsou, à Manon, à Maxime et tellement d'autres, en fait, qui étaient là, qui nous ont fait vivre, en fait, des émotions fortes, que ce soit Maëra, que ce soit Camille, que ce soit Pascal, où vraiment, on était devenus en fait une famille. Sur les tournages, on s'éclatait, on était tous ensemble et puis vraiment on avait cette volonté de continuer. En fait, c'était un petit peu addictif. En fait, on venait, l'ambiance était super, on apprenait plein de choses, on s'éclatait. On avançait aussi dans les tournages en plus de s'éclater et on se disait mais en fait moi si vous continuez, moi je viens aussi sur les autres tournages. Mais t'es du monde de l'audiovisuel à la base? Alors pas du tout. Pas du tout. On n'était pas du monde de l'audiovisuel et on s'est beaucoup formé. On a demandé beaucoup de conseils en fait à l'école d'audiovisuel de Cannes, que ce soit pour planifier des plannings de tournage, comment faire des demandes d'autorisation de tournage. Les studios de la Victorine sur Nice qui nous ont aussi donné beaucoup de conseils. C'est à eux qu'on demandait les autorisations de tournage. Donc, comme nous, on était tout petits, on était tout mignons. On venait tourner quelque part, on gênait pas la circulation, on avait besoin de rien, on venait avec la caméra, on faisait tout dans les règles avec les autorisations. Du coup, on était les petits tournages tout petits, tout mignons et tout ça. Donc, ils nous donnaient aussi beaucoup de conseils au niveau organisation. Et ensuite, en fait, dans le monde des rôlistes, il y a beaucoup de corps de métiers différents. Donc, on a réussi à trouver comme ça des personnes qui étaient spécialisées dans le son, d'autres dans la lumière, d'autres plus en acteur pro. Et on a eu en fait des personnes qui ont pu nous donner des conseils. Donc voilà, je pense notamment à Daniel qui habite en Suisse
Et on lui a dit, mais tu sais, c'est un projet de bénévole, en fait, on peut pas te rémunérer. Il a dit, mais moi, je m'en fiche, je suis acteur pro, mais je viens quand même. S'il y a un projet rôliste, moi, je viens. Enfin, on a eu pas mal de conseils, en fait, des gens qui étaient du monde du jeu de rôle et qui se sont dit, bah, en fait, soit je viens et je vous prodigue des conseils pour vous dire comment faire, comment vous organiser, quel matériel acheter, comment l'utiliser. Soit des personnes qui ont même dit, bah, moi, je m'investis sur les 27 jours de tournage. On parle de web-série depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux essayer de définir rapidement web-série et répondre à cette question que je n'ai pas écrite sur le plan, mais est-ce que la web-série, c'est pas un peu has-been en 2023, hein Alors, c'est un petit peu has-been, mais si on fait un format, en fait, très court, ça répond, en fait, au réseau. On a beaucoup plus de gens, en fait, qui nous font des retours sur TikTok que sur YouTube, au final. Donc, on a une communauté qui apprécie que ce soit un format court. C'est vrai que les web-séries en format 20 minutes, ça essouffle beaucoup, ça s'est beaucoup essoufflé. Il y en a eu pas mal à une époque. Il y a eu vraiment on va dire les grandes stars de la web-série. Il y a eu Noob, il y a eu le Visiteur du Futur. Il y a plus beaucoup de place, on va dire, dans le game. Donc nous, on s'est dit qu'on allait faire un peu un entre-deux, en fait, faire une web-série, mais que ce soit un format court, que ce soit quelque chose qui soit très dynamique, qu'on soit dans l'action. Et au final, que les 5 ou 12 minutes, en fait, on les voit pas passer, tout simplement, qu'on puisse les consommer, entre guillemets, dans les transports, par exemple, en allant au travail, quand on est aux toilettes, peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez, on juge pas. Mais un format, en fait, très court qu'on peut consommer facilement, parce que souvent, quand on est dans les transports, on se dit, je vais pas regarder une vidéo qui fait 20 minutes. Par contre, quelque chose qui fait 10-12 minutes, ça passe plutôt rapidement, en fait. Oui. C'est vrai que la consommation a changé aussi des vidéos en général, on s'en rend tous compte, hein, enfin un peu de YouTube. Les temps d'attention, les temps de rétention sur les vidéos baissent au fur et à mesure des années. Donc il faut s'adapter aussi au nouveau public, à la nouvelle consommation. Ça sert à rien de râler, il faut s'adapter en fait. Et c'est vrai qu'on est un peu plus dans cette idée-là. Dans les 5-10 minutes, effectivement, c'est beaucoup plus ce qui est consommé aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est ça, quand on voit des vidéos qui font entre 20 et 40 minutes, ça a tendance un peu plus à rebuter. Pour répondre à ta question de qu'est-ce que c'est qu'une web-série, en fait, c'est une série, donc il y a plusieurs épisodes qui se suivent, hein, de la même manière qu'une série qu'on va regarder sur Netflix ou sur une autre plateforme. Et donc les épisodes se suivent, il y a une histoire, et donc on est en fait dans l'action. Donc on n'est pas sur un actual play où les gens sont autour de la table et on est vraiment avec une caméra, avec des travelling, avec différents plans, tout un montage qui est assez travaillé. Oui, ça marche. Effectivement, mise en scène, décor, lumière, voilà, on est un petit peu dans tout le même langage que le cinéma finalement, quoi. On a besoin de tous les corps de métier, du même matériel, etc. Tout ce qu'on veut faire. Et nous, on a appris énormément, parce que ne serait-ce qu'au niveau du calendrier de tournage, la manière de le penser, ça va pas être pareil que se réunir autour d'une table et dire on fait ça, puis ça, puis ça. Non, des fois sur la journée, on va avoir 3 lieux de tournage différents. Faut transporter le matériel, penser la lumière, penser la luminosité, faire les repérages, etc. S'adapter s'il y a du vent, s'il y a de la bruine, ce genre de choses. Quand quelqu'un vient dessus, s'il est là pour quelques jours, tu peux pas dire bon allez on fait quoi aujourd'hui, on va où, il fait bon, on va à machin. Non, tu planifies tout à l'avance pour que ce soit vraiment au taquet, quoi. Exactement. Je rajoute une petite question. Tu parlais justement du format TikTok où tu avais un peu plus de retours. Est-ce que tu penses pas, du coup, ce serait justement ça l'avenir? Est-ce que ça serait pas de faire des web-séries sur TikTok avec un format beaucoup plus TikTok et un peu moins de YouTube? Comment tu perçois, en fait? Alors, sur le format TikTok, disons qu'il va pas y avoir les mêmes besoins, en fait, vraiment que sur YouTube. TikTok, en général, il faut pas trop que ça dépasse 1 minute 30, 2 minutes. Sinon, les gens, en fait, finissent rapidement par décrocher. Quand ils tombent sur une vidéo, il faut slider, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit percutant, il faut que ce soit beaucoup d'action. Alors que là, quand il y a, par exemple, un travelling qui va poser le décor, du coup, ça va pas être le bon format. Par contre, ça va être permis sur quelqu'un qui veut regarder une vidéo qui fait 12 minutes, 10-12 minutes. Il va plus tolérer le fait d'avoir un travelling, d'avoir un mouvement caméra qui va initier en fait la scène. Même si le mouvement caméra dure 5 secondes. Il y a un mouvement caméra qui dure 5 secondes sur TikTok, c'est déjà scrollé. Ok, c'est intéressant ça. Ok. Ah, c'est très intéressant. Mais il y aurait de la place pour en faire, mais c'est une manière totalement différente de travailler en fait. C'est pas la même façon de réaliser ou de faire un script ou. Okay. C'est ça. Nous, c'est beaucoup les bêtisiers du coup qui sont très percutants sur TikTok parce que du coup c'est très saccadé, ça va très vite.
Les instants justement d'exposition, ils sont complètement squeezés du montage en fait, du bêtisier. Donc ça, c'est très percutant et ça répond vraiment à un besoin. Sinon, il faut prendre en fait les morceaux de la web-série qui sont les plus actifs, même si on perd un peu de contexte, et que ce soit la personne en fait qui fait un lien de cause à effet en disant bon bah ça en fait ça se passe après, il y a dû se passer quelque chose entre temps, mais je le suis plus de manière saccadée. T'as parlé des étapes de production juste avant. Comment ça marche effectivement? Comment ça marche l'écriture d'une saison, d'un épisode? Pré-production, production, post-prod, déplacement, frais d'honoraires, etc. Alors, grossièrement, comment ça marche? Comment vous vous organisez? Alors, c'est la partie la plus lourde. C'est-à-dire que nous, pour exemple, ensuite on a découvert aussi, donc là ça va aller plus vite pour la saison 2, mais on a beaucoup découvert, on s'est beaucoup formé avant d'entamer la post-prod. Donc le temps de se former et de réaliser la pré-production, on a commencé, c'était en février 2019, et on a lancé vraiment les recrutements en juillet 2020. Donc déjà, on a bossé pendant 1 an sur la pré-production. Ensuite, vu qu'on a tous un boulot en fait à côté, donc on tournait exclusivement les week-ends, un week-end sur 2, question d'éviter de perdre des gens. Donc on a tourné pendant 1 an, et ensuite on a eu 8 mois de post-production. Donc pour la partie pré-production, en fait, déjà au niveau de l'écriture, nous on s'inspire en fait des campagnes qu'on a vécues. J'ai écrit beaucoup de campagnes en fait, de one-shot d'INS, et en fait on a décidé de reprendre ces scénars-là de MJ et de discuter un peu du meilleur, du pire que tout ce que mes joueurs ont fait. Les pires choses qu'ils m'ont fait, les plus improbables. Donc, que ce soit des choses récurrentes, comme une personne qui demande à faire un jet de perception alors qu'elle est dans la rue et que l'appartement qu'elle veut voir est au 9e étage. Donc, c'est juste pas faisable, en fait. Tous les rôlistes le font, mais en soi, mis à part une réussite critique, on ne voit pas. Mais voilà, donc des petites anecdotes et puis aussi des choses vraiment très impactantes, des situations vraiment cocasses à cause de jets de dés particuliers. On s'est dit ça c'était super quand un tel il avait fait ça et tout ça, donc on a repris en fait le meilleur du pire de tout ce qu'ils avaient fait. Et on a commencé en fait à le transformer en scénario un petit peu de théâtre, entre guillemets. Et à partir de là, il a fallu faire des repérages. Donc on a beaucoup bougé en fait pour voir ça c'était dans tel endroit, comment on peut l'adapter, où est-ce qu'on peut aller tourner. Et là on commence à se renseigner, à recruter en fait des gens qui seraient prêts à héberger la web-série. On a une grosse partie qui se tourne en extérieur, mais on a quand même une partie qui se tourne pas mal en intérieur, notamment la planque qui se passe chez Guillaume. On a squatté beaucoup chez Guillaume, pardon à ses voisins qui nous ont entendu crier très souvent. On a des personnages qui crient très souvent. Ils ont dû se demander ce qui se passait. Donc on a fait en fait cet état des lieux de dire voilà, on fait un repérage en fait pour les tournages. À partir du moment où on sait quoi et où, on va définir de quoi on a besoin. Donc le matériel technique. Donc le matériel technique de la saison 1, on n'a pas à en rougir, il est plutôt pas mal. Mais c'est pas un matériel professionnel, pas un matériel semi-pro. C'est un matériel, on va dire, c'est un bon matériel pour des particuliers, en gros. Donc on s'est renseigné avec des sound designers et des ingé-sons pour savoir quel était le meilleur matériel en fait à utiliser. Et quelque chose qui est très bête, on n'y pense pas, mais que l'école d'audiovisuel de Cannes nous avait dit, c'est il faut quand vous faites une web-série, il faut toujours penser au son. Très souvent, on dit en fait, on se dit on va acheter une super caméra et tout ça, pas du tout. On vous pardonnera que ce soit un peu pixelisé, on pardonnera pas de pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. C'est tout bête, mais en fait la caméra, c'est avec les fonds qui restent. Comme tu parlais tout à l'heure, les formats web-série, on va dire que au fur et à mesure, nous, les visiteurs du futur, ont mis la barre en fait tellement haut en termes de qualité qu'on peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui fait un peu crade ou quoi que ce soit, comme ce qu'on peut voir les tout débuts des premières web-séries. À l'heure actuelle, ça, ce serait plus toléré en fait. Donc, il faut prévoir quand même le matériel suffisant. Une fois qu'on a le matériel, qu'on a les lieux de tournage, qu'on a le script, on va pas encore recruter les gens, on va d'abord faire un planning de tournage. Donc on va faire les fiches personnages pour que chacun sache qu'est-ce que fait le personnage et tout ça, et on va définir un planning. On va dire en fait on va tourner par unité de lieu. Donc dans la planque, on va tourner la scène 3 de l'épisode 2, la scène 7 de l'épisode 5, etc. Donc en fait on va tout morceler pour tourner par unité de lieu.
Donc on va programmer, demander les autorisations de tournage nécessaires à la municipalité pour avoir le temps justement de dire si ça c'est pas possible, on va plutôt tourner à tel endroit et tout ça, pour le temps de refaire du repérage et tout ça. Et une fois qu'on a tout, qu'on a le lieu, les autorisations, le calendrier, là on va recruter les gens. Et donc pour recruter les gens, en fait, tout simplement, on va leur donner les dates de tournage en fonction des personnages qui les intéressent et des personnages sur lesquels ils sont retenus. En tout, on a reçu 99 candidatures, donc c'était assez monstrueux. On s'attendait pas à ça. Il en manquait une pour faire un chiffre rond. Ouais. Mais on a reçu 99 candidatures. On a fait des grosses réunions d'information pour présenter un peu le projet, s'assurer que ça réponde bien aussi à ce que les gens attendaient. Et ensuite, on les a fait venir. Et en fonction de comment ils jouaient, en fait, on a fait des entretiens de recrutement pour cette saison 1. En fonction de comment les gens jouaient et de là où ils étaient à l'aise, on leur attribuait plutôt tel ou tel rôle. Et à partir de là, on leur envoie en fait les contrats. Donc c'est des contrats de bénévolat, mais le contrat contient surtout une clause de droit à l'image. Oui. Et ça, c'est très important pour pouvoir réutiliser leur image, que ce soit pour la web-série ou pour la com. Parce qu'ensuite, on peut pas se permettre de dire dans 2 ans, en fait, on va vous shooter entièrement tel personnage, c'est pas possible. Donc ça, c'est toute la partie pré-prod. Okay. Et ensuite vient la partie prod. Donc voilà. Sur la partie prod, nous déjà on a eu un problème, c'est qu'on a commencé à tourner en septembre 2020, donc deuxième confinement, puis troisième confinement, donc il y a eu 8 versions de calendrier de tournage en tout. Il y en a 8, c'est énorme. Ah oui, et c'est pas 8 versions genre décalées d'un week-end, c'est décalé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois à chaque fois, quoi. C'est ça. Dans le deuxième confinement, on leur a dit, écoutez, on sait pas trop quand ça va être. Personne savait, ouais, c'est ça. Donc à chaque fois. C'est ça. À chaque fois, faut rappeler tout le monde en disant est-ce que tel week-end ce serait bon pour vous et tout ça. Donc, faut tout rappeler, tout relancer les autorisations de tournage aux municipalités, parce que du coup, elles avaient accepté pour une date, mais pas une autre. Donc voilà, on a notamment une très grosse scène qui se joue en fait devant une église. Donc c'est une scène de bagarre, en fait, une scène de fusillade avec des nonnes. Malheureusement, on a eu un attentat une semaine avant le tournage sur l'église. Donc la municipalité nous a rappelé en disant en fait on vous autorise plus. Donc bon, c'est compréhensible, très clairement. Mais voilà. Donc dans la prod, il faut toujours s'adapter en permanence. Et il faut toujours relancer les gens en disant, tu te souviens, on vient tourner chez toi, tu te souviens, il faut que tu tournes, c'est telle scène, il t'était habillé de telle manière, il faut que tu sois habillé de telle manière pour pas faire de faux raccords. Il faut être là à telle heure, etc. Oui. C'est ça. Tu te souviens, ta barbe, c'est une barbe de 4 jours. On en est à ce niveau-là oui, bien sûr. De précision. C'est ça. Et toute la partie aussi, on leur dit, c'est telle heure, à tel endroit, etc. On tourne scène temps, puis on bouge, on va à tel endroit, scène temps, pour qu'ils fassent ça. On fait les répétitions et une fois le jour du tournage, on allume la caméra et puis on y va. On commence à faire les grosses répétitions générales. Et on avait des gens qui venaient d'Avignon, on avait des gens qui venaient de Marseille, de Suisse. Donc on avait du monde un petit peu partout, donc on pouvait pas faire des répétitions avant le jour J. Donc le jour J, on fait une répétition, on va tourner une première fois une scène en plan large, donc pour avoir la totalité des acteurs, pour qu'on puisse réussir à situer la scène. Et ensuite, on va faire des plans rapprochés sur l'un, puis sur l'autre. Donc la même scène. C'est ça, champ contre champ. Donc la même scène, on va la tourner 3 fois, sachant que des fois, il y a des petits oublis dans le texte, il y a un regard caméra, il y a la perche qui rentre dans le champ. Enfin, il y a plein de raisons différents. On va les tourner plusieurs fois à chaque fois. Et des fois, il y a même des personnes qui passent en arrière-plan parce que il y a la régie qui est là pour dire s'il vous plaît, il y a un tournage, si vous pouvez attendre 1 minute. Puis des fois, les gens veulent pas, donc ils passent quand même en plein milieu, donc faut recommencer. Et voilà, on recommence. Ok. Parce que vous filmez par petits bouts finalement de scènes. Donc quand tu en chant contre chant, tu filmes un bout, tu coupes, tu te déplaces, etc. Ou la personne va faire tout son texte en chant et après tu filmes tout contre chant. Comment tu fais? Exactement. On va tout filmer en fait sur une même scène. On va tout filmer sur un champ. Donc toutes les répliques là. Ensuite on change, etc. S'il y a 2 scènes à la suite, pour éviter les faux raccords au niveau du positionnement, on va tourner scène 1, puis scène 2, puis scène 3. Puis ensuite on va changer, on va retourner scène 1, puis scène 2, puis scène 3. Il faut avoir vraiment, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment avoir les mêmes mimiques. S'il y a un moment t'as un personnage qui se gratte la lèvre, il faut que sur l'autre plan, contre-champ, on ait l'impression que la main elle passe aussi, quoi. Pour l'ombre, pour des choses comme ça. Ouais. C'est le côté qui est toujours un peu plus surprenant quand on voit un petit peu comment ça marche dans l'envers du décor, c'est
dans un premier temps, effectivement, le fait qu'on tourne pas dans l'ordre, les scènes, c'est pas parce que épisode 1, ça commence à tel endroit que c'est la première scène que tu fais. Tu peux la tourner peut-être même en dernier, parce qu'il faut faire tout dans un lieu. Et puis le côté, effectivement, on filme tout d'un côté, on fait une première fois, on filme tout de l'autre côté, on recommence. Mais c'est pas des répètes ou non, c'est juste que c'est tout filmé, mais il faut refaire de l'autre côté aussi, quoi. Et c'est un petit côté magie du cinéma qu'on voit pas, ou assez peu finalement, tout ça. C'est ça, ce qui fait qu'à la fin, les acteurs, ils étaient perdus. Ils savaient plus du tout à quoi ça allait ressembler, en fait, la web-série. Ils nous ont dit, écoute, on attend de voir la première version de montage parce qu'on comprend rien du tout. L'épisode 1, c'est le tout dernier qu'on a tourné. Parce que, en fait, on a tourné le premier épisode le premier jour, tout va bien. Sauf que, à la fin de la journée, on récupère les rushs qu'on a, donc les pistes son, on récupère les pistes vidéo, et là, on se rend compte que sur les pistes son, on entend énormément le vent. On avait un problème de bonnette à ce moment-là, il fallait tout retourner. Donc, on n'avait plus de place dans le calendrier de tournage, donc on a tourné l'épisode 1 tout à la fin. C'est ça. Et des fois, il y a des personnages qui n'ont pas de barbe dans le premier arc. Les 21 épisodes sont divisés en 3 arcs. 7 épisodes à chaque fois. Et donc, dans le premier arc, il avait pas de barbe. Dans le deuxième, il a une barbe. Donc, quand des fois, on tourne de l'arc 1 et de l'arc 2, on commence par l'arc 2, puis ensuite, il se rase, et ensuite, on fait tournage. Mais c'est ça, il faut y penser quand tu organises ton planning, effectivement. C'est, là, il faut y couper les cheveux, donc, il faut pas qu'il ait les cheveux longs à ce moment-là, faut qu'il ait les cheveux courts à ce moment-là. Enfin, c'est toute une organisation là-dessus. Quand tu veux faire quelque chose qui a vraiment du sens et qui évolue. C'est vrai. Tout à l'heure, en pré-prod, je t'ai pas coupé, mais tu parlais de repérer les lieux, tu l'as fait pendant l'écriture, enfin, vous l'avez fait pendant l'écriture, vous avez attendu d'avoir tout écrit pour commencer à réfléchir au lieu, ou ça vient tout seul finalement, quoi. T'es en train d'écrire, tu penses à un lieu, ou comment ça a marché le repérage? Alors, nous, on s'y est pas pris de la meilleure des manières, donc, c'est-à-dire qu'on a fini d'écrire, et ensuite on s'est déplacé sur place. Et en fait, il y a beaucoup de magie du cinéma, comme tu disais. C'est-à-dire que, en fait, il faut le faire au fur et à mesure quand on a une idée. Il faut idéalement se dire, tiens, avant d'écrire la suite, je vais aller jeter un coup d'œil pour voir si j'aurai le recul de caméra suffisant, si l'espace sera assez grand pour faire une scène de combat. Et tout ça. Parce que du coup, si c'est pas le cas, il faut changer ta scène pendant l'écriture. C'est ça, exactement. J'ai pas pensé. Et on peut tricher très très facilement, puisqu'il y a des personnages, des fois, on les voit dans un couloir d'immeuble, ils crochettent la porte, puis quand ils ouvrent, on le voit pas, parce que c'est la magie du cinéma, mais on n'est pas du tout dans le même immeuble. On est dans un appartement d'un immeuble complètement différent, mais vu qu'on voit une porte s'ouvrir d'un côté et elle finit de s'ouvrir de l'autre, en fait, c'est invisible. Ouais, c'est une question de raccord. C'est une précision après. C'est ça. D'accord. Donc, écriture, repérage, planning, globalement d'un côté. Demande d'autorisation, c'est super important pour être dans la légalité. Je pense que c'est ça aussi peut-être qui fait que vous avez été assez bien aidé, c'est le côté on respecte les règles peut-être que vous avez mis aussi de votre côté. Ne pas faire des tournages à l'arrache, ça envoie peut-être un bon... Je sais pas si t'en fais un retour là-dessus peut-être, l'école du cinéma de Cannes. Alors oui, du coup, ils nous ont beaucoup aidés pour nous dire directement comment il fallait qu'on s'organise pour les plannings de tournage, pour les organisations, pour les mentions légales dans les contrats, pour le droit à l'image. Et ensuite, on a une grande chance, c'est que nous, on est géré en fait par une association pour avoir justement ce cadre légal et avoir une assurance pour nous protéger aussi. Sinon, il n'y a pas d'autorisation de tournage. Et donc, en fait, moi, je suis archiviste. C'est-à-dire que moi, dans mon métier, c'est carré et c'est de l'administration. Et mon producteur, lui, il travaille dans le domaine de la comptabilité. Donc, c'est pareil, c'est carré. Et donc, du coup, tous les deux, on a réussi quand même à s'en sortir pour avoir, en fait, cette rigueur. Si on n'est pas rigoureux, on s'en sort pas. On peut pas s'en sortir. Si tout n'est pas cadré, planifié, on s'en sort pas parce que comme il faut sans arrêt s'adapter, si dès le début c'est pas bien carré, du coup on sait pas ce qu'on peut avoir comme solution de secours. C'est arrivé qu'on ait un acteur qui nous dise le vendredi soir, écoutez, demain je pourrais pas venir parce que je suis malade comme pas possible, je peux vraiment pas sortir de chez moi. Bon, qu'est-ce qu'on voit avec les acteurs qu'on a, quelle scène on peut mettre, on peut rapatrier, changer, etc. Du coup, sur ce tournage-là, on a basculé toutes les scènes, on a tout fondu en fait entre 2 week-ends de tournage, et des scènes où il avait vraiment besoin d'être là, on a utilisé du champ contre champ pour qu'il apparaisse en fait. Donc on a tourné le plan large et le champ quand il était là, et le contre-champ en fait on a tourné mais il était pas là. Donc on a rajouté sa voix en fait au montage. Ouais, magie du cinéma, comme toujours. C'est ça. Production dont tout le monde est là, tout se passe bien, il y a assez à manger pour tout le monde, on tourne, etc. On fait des prises de vue, on fait la lumière, tout ça c'est bon.
Et ensuite, on est content, mais c'est pas le pire qui est passé, peut-être. Il reste la post-prod, qui est aussi un gros morceau. C'est quoi la post-prod? C'est pas seulement le montage, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire en post-prod? Alors, il y a beaucoup d'étapes, effectivement. Dans la post-prod, on va d'abord... Moi, je l'ai fait au fur et à mesure. Ça nous a permis de pas avoir une post-prod qui était énorme et de pas faire une overdose. Surtout quand c'est pas notre métier, c'est pas la partie la plus motivante parce qu'on est tout seul, on est chez soi. Nous, du coup, on avait Kevin, donc au montage, qui était sur Bordeaux. On avait Hugo, donc notre stagiaire, qui était à distance également. Donc, en fait, on bosse chacun de chez soi de manière isolée. Donc, c'est pas la partie la plus motivante. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, chaque fin de tournage, chaque week-end, je récupérais les rushs vidéo et son et je les renomme. C'est très bête, hein, mais le fait de les renommer, ça va faire que tout va glisser en fait derrière. À partir de là, tout est déjà bien identifié. On va préparer en fait le montage. Donc, le montage, il va se passer en plusieurs étapes. La première étape, ça va être en fait un puzzle. On va lui dire, en fait, tu commences par telle piste, puis tu mets celle-là, puis celle-là, puis celle-là, et en fait, on va donner les instructions de montage en fonction de la scène. On va commencer par un plan large, puis passer sur le champ, contre-champ, etc. Il y a beaucoup de choses à penser puisque c'est pas une personne parle, un plan sur lui, l'autre personne parle, un plan sur lui, parce que sinon ça fait très piégé. On va donner beaucoup de dynamisme. La règle du cinéma, c'est la règle des 3 secondes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur un plan plus de 3 secondes. Sinon, on perd le côté dynamique. Et c'est vrai que quand je regarde des films, quand on compte, on fait 1, 2, et à 3, en fait, le plan a déjà changé. A déjà changé, ouais. Mais il faut que la caméra bouge. Si c'est un plan fixe, il faut que ce soit la caméra, du coup, qui bouge, à défaut que ce soit les acteurs. Voilà. Et là, du coup, ça fonctionne. Okay. Donc, du coup, on va regarder 100% des pistes, on va écouter 100% des pistes. Toutes celles où on a une mouette qui a fait un bruit énorme pendant la réplique de l'acteur, celle-là, on va l'enlever. Quand on a la perche qui est rentrée dans le champ, qu'on n'a pas vu, on va l'enlever. L'acteur qui a fait un regard à caméra. À chaque fois, donc on va plonger, on va enlever tous les rushs qui sont pas bons, on va voir avec ce qui nous reste et on va essayer de donner le plus de dynamisme possible. Donc on fait ce qu'on appelle un dérushage. Donc on va reprendre les rushs et on va préparer en fait ce puzzle en disant voilà, d'abord il y aura ça, puis ça, puis ça, puis ça. Moi j'envoie aux monteurs, les monteurs font l'assemblage, ils essaient de faire le moins de faux raccords possible. Donc voilà, parce que des fois oui, il avait les mains en haut puis les mains en bas. Du coup, est-ce qu'on peut pas dire qu'en fait on va prendre le plan là où il y avait on était en contre-champ pour qu'on imagine que la personne entre-temps a baissé les bras. Donc voilà, pareil, si on suit les acteurs en train d'avancer, il faut pas que si jamais on a un contre-champ, on revienne au même endroit, donc on ait l'impression d'avoir fait un retour en arrière. Donc les monteurs, ils vont assembler tout ça, ils vont faire une version, 2 versions, 3 versions, 4 versions. À chaque fois, on regarde, on analyse, on s'y met à plusieurs pour pouvoir voir tous les faux raccords. Et ensuite, donc ça c'était sur les pistes brutes. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce montage-là, on va gérer la colorimétrie. Donc on va essayer d'harmoniser un petit peu au niveau de la balance de la lumière, que ce soit à peu près homogène. Et surtout, on va donner un peu une ambiance, en fait, avec une couleur. Par exemple, Matrix, l'ambiance de la totalité du film, c'est un peu vert, naturellement, pour donner une impression quand on est dans la matrice. Là, c'est pareil. On va donner une ambiance. Là, par exemple, quand on a le diable qui est présent à l'écran, on a mis une ambiance un petit peu rouge, un petit peu plus sombre et un petit peu rouge. Quand on a des anges avec des batailles ou quoi que ce soit, on va donner une teinte un petit peu plus bleue. Donc, on va gérer cette colorimétrie et enfin, on va rajouter les effets spéciaux parce que c'est quand même des démons, ils ont des pouvoirs. Donc, on va mettre des effets spéciaux. Sachant que sur la scène finale, la grosse scène de combat, on a dû s'y mettre à plusieurs parce que il y en avait un qui avait la carte graphique qui était pas assez forte, l'autre le processeur pas assez fort. Donc on se les lançait en fait d'ordinateur à ordinateur pour réussir à l'extraire du logiciel. Donc faut se rendre compte, on se rend pas compte, mais le Adobe Premiere, etc. Enfin, c'est monstrueux ce que ça demande comme ressources pour exporter derrière, quoi. Le fichier, il fait des gigas, et à exporter après derrière, c'est l'horreur. Hein. C'est ça. On peut se dire, on a un bon ordinateur, il fait quand même un bruit d'hélicoptère. Hein, donc. Et il met 16 heures à exporter ton After Effects, hein, ça c'est sûr. Ok. C'est ça. Sachant que nous, on s'était aussi formé un peu à ces logiciels pour voir qu'est-ce qu'on pouvait demander aux monteurs et qu'est-ce qu'on pouvait pas, pour savoir qu'est-ce qui était faisable.
Une fois que ça c'est fait, le montage est terminé, donc on passe en mixage. Donc en mixage, là, on va aligner en fait le son avec les pistes. Donc là, ça y est, on a le son officiel définitif. Une fois qu'on a ce son-là, on va commencer en fait à le mixer, donc harmoniser les voix, parce qu'on a toujours un acteur qui parle très fort, qui parle très doucement. Donc on va harmoniser en fait pour que ça fasse pas quelque chose de dégueulasse, simplement. Et ensuite, on va mettre donc du sound design. Donc on va mettre les bruitages, rajouter, intensifier les bruits de pas, par exemple, reconstituer certains sons, notamment les sons des armes à feu, parce que nous, on avait des pistolets à billes, c'est semblant, mais ça reste du pistolet à billes. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc faut faire les effets spéciaux et le son. Donc on fait toute la partie sound design. Et ensuite, nous, on a Hugo qui a fait toute la composition musicale aussi. Donc la totalité des épisodes, on s'est dit en fait ça va être peut-être un peu chiant si on prend une musique libre de droit et que dans 2 ans elle est plus libre de droit, on n'a plus du tout de musique sur la web série. Donc on s'est dit on va composer à 100%. Donc Hugo a composé en fait la totalité des musiques de la web série. Et ensuite on refait une phase de mixage où on harmonise le son des voix, le son des bruitages et le bruit de la musique. Question que tout soit harmonisé, qu'on n'ait pas comme YouTube Studio un son, dès qu'il y a un combat, un son de musique qui explose. Le reste du temps, on n'entend plus ce que les gens disent. Ouais, exactement. Et du coup, vous avez un compositeur chez vous, quoi, pour l'occasion. Oui, on a un compositeur chez nous. Qui doit du coup déposer ses compositions pour éviter qu'un jour quelqu'un les récupère depuis YouTube et mette des claims sur la vidéo, quoi. Okay. Donc nous on les a déposés, ce qui fait que YouTube nous a dit ce son il est pas libre de droit. On a fait on sait, c'est le nôtre en fait. C'est nous. Donc bon, YouTube a eu un petit moment de oula, il s'est passé quoi là, j'ai pas tout compris. Mais voilà. Et ensuite donc l'épisode il est tout beau, il est tout propre, on peut l'exporter de manière définitive et on peut préparer du coup la publication sur YouTube. On est bon. D'accord. C'est quoi les postes de décision, du coup, vous avez dans le groupe? Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, des gens disent, on fait comme ça, ou c'est tel planning, ou c'est telle réplique qui est gardée. C'est quoi les postes de décision que vous avez un petit peu autour de vous? Alors, dans les gros postes de décision qu'on va avoir, il y a moi, parce que du coup, moi, je suis la réalisatrice. Donc, c'est moi qui vais diriger, dire, non, là, je suis pas d'accord sur la scène, le jeu d'acteur, il est pas bon, ou c'est pas ces positionnements qu'il fallait avoir. Donc pareil au niveau du montage, je vais dire non là ça me convient pas, je veux qu'il y ait une ambiance un peu plus dynamique, ou là je veux qu'on rajoute un petit peu, soit un petit peu plus long, qu'il y ait plus d'exposition parce qu'on va mettre une musique un peu plus inquiétante. Donc c'est moi qui vais avoir décision en fait sur toute la partie montage, mixage, composition et surtout à l'intérieur du tournage. Ensuite Amaury donc qui est le producteur. Lui, il a plus le pouvoir de décision sur la régie. Donc lui, il va gérer tout ce qui est accessoires, présence des personnes qui viennent nous aider, donc la régie, qui va gérer aussi les autorisations de tournage avec les municipalités, les relations, et dire voilà, toi tu te mets là-bas, tu dis ça aux gens, toi tu te mets là-bas, toi là on va changer de scène, est-ce que tu peux prendre les affaires et les mettre sur l'autre côté parce que là c'est dans le champ de la caméra, prévoir en fait tout ce qui est accessoire. Et il a aussi eu un pouvoir du coup de décision au niveau du montage et du mixage. Sachant que au niveau des acteurs, on avait pris la décision en fait de leur transmettre très tôt la totalité du script en leur disant s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on modifie, nous on est ouvert. Bon, faut que ce soit quelque chose qui gêne personnellement à dire ou à faire, mais ensuite vous faites comme vous voulez. Sur le tournage, il y a des moments où les acteurs ils disaient j'aimerais bien changer la réplique, dire plutôt ça plutôt que comme ça parce que je me sens mieux en la disant cette phrase dans ce sens-là que dans l'autre sens. Le sens est le même, donc c'est pas gênant. Et du coup, les acteurs ont eu la liberté de dire en fait la phrase, je vais la retourner, je vais pas la dire comme c'est écrit, mais le sens restera le même. Ensuite, on avait laissé justement cette liberté-là. Au niveau de la composition, on a essayé aussi d'avoir le moins la main mise dessus pour que y ait vraiment cette patte en fait du compositeur. Ça reste une commande, mais il faut qu'il y ait quand même sa personnalité qui s'exprime en fait à l'intérieur et que lui aussi fasse ce qu'il a envie de faire en fait, ce qu'il a envie d'exprimer. Ok, ça marche. Et dans tous ces différents postes, qui c'est qui demande le plus d'argent? Dis-nous tout. Comment on gère les dépenses dans ce genre de choses? Alors, du coup, sur la saison 1, on a mis beaucoup de notre poche, en fait, tout simplement.
On avait déjà une association en fait qui avait de l'argent dormant en fait sur un compte. On s'est dit bah voilà, c'est une association de loi 1901, on va pas le laisser dormir, on va le réutiliser. Et du coup, on avait au tout départ, on avait 900 €. Ah. Et en fait, on a créé, ouais, c'était petit. C'est pas le prix de la caméra, ouais, donc oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on s'est dit, bah, on va créer notre page Tipeee, puis on va commencer à monter le projet. Et en fait, on a quelqu'un qui a commencé à nous donner tous les mois sur Tipeee, de manière régulière, donc pendant toute la partie de pré-prod, donc pendant un petit peu plus d'1 an, pendant 1 an et demi quasiment, qui nous a donné en fait de l'argent tous les mois sur Tipeee. Donc, ça a pu faire gonfler un petit peu. Puis ensuite, nous, on a investi surtout pour tout ce qui est costume, maquillage, tout ça. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un matériel de base qui était déjà pas mal. Ensuite, au fur et à mesure, c'était soit Amaury, soit moi qui sortions l'argent. Donc, du coup, faut savoir que ça reste de l'associatif. On investit pour de l'associatif. Hein, c'est pas notre propre matériel. Donc, du coup, c'est défiscalisé à 66%, je crois. Donc, on a beaucoup dépensé, mais d'un autre côté, on a aussi beaucoup récupéré, on va dire, sur la fiche d'impôt. De manière générale. Oui, ok. Ouais, ok, je vois. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que quand on participe en fait à du projet associatif, on a une défiscalisation de 66%. Ah, c'est intéressant, tu vois, je pensais pas non plus. Je pensais plus, tu vois. Mais ça marche. Nous, on est une association d'intérêt général, puisqu'on a une grosse partie aussi de valorisation du patrimoine, puisque c'est vrai que je l'ai pas dit. On tourne sur Nice et sur le département des Alpes-Maritimes. Donc pour les gens qui venaient de loin, on avait toujours une solution canapé. On disait bah écoute, c'est pas grave, tu viens dormir chez moi, ou si t'es allergique au chat, tu vas dormir chez telle autre personne. Donc voilà, on a beaucoup d'allergiques au chat dans l'association. Plus qu'on croit. Donc voilà, on avait toujours une petite solution canapé, on se débrouillait un peu comme on pouvait. Puis ensuite on donnait de nous, on disait bah c'est pas grave, moi je vais chercher les croissants et tout ça, question que le matin on les accueille quand même avec. On va chercher les gens à la gare, etc. Vous avez proposé de défrayer les déplacements des gens qui venaient, ou il y avait pas assez sur le. Oui. Alors du coup, comme on est une association de loi 1901, c'est très très sensible en fait ça comme partie, en fait, on maîtrise pas très bien. On était parti du principe que comme on avait tout utilisé pour le matériel, on disait aux gens, bah, si vous venez, nous, on gère sur place. Vous dormez chez moi, moi, je vous fais à manger. Sur le tournage, le matin, j'amène le petit-déj, etc. Vous dormez chez moi, il n'y a pas de souci, je viens vous chercher à la gare. Je vous donne le ticket de tram. Quand on va sur les tournages, vous venez avec moi dans la voiture. Mais en fait, le déplacement jusqu'à Nice, là, c'était aux frais des personnes qui venaient. Ouais. Et donc, on a toute une partie, justement, valorisation du patrimoine maralpin, donc des Alpes-Maritimes, qui fait qu'on est mission d'intérêt général. Donc, on voit beaucoup de bâtiments de Nice ou des Alpes-Maritimes. On a tourné dans beaucoup de villes différentes. Donc, on voit un petit peu la Côte d'Azur, ce qui fait que ça a été assez pratique, puisque lors de la phase de tournage, il n'a pas plu du tout. Il pleut très rarement sur Nice. Bon, quand il pleut, ça rigole pas, hein. Mais bon choix de région, quoi. On n'a pas eu de jour de tournage annulé. Ah, d'accord. J'ai appris le mot maralpin, tu vois, je le connaissais pas. Il est logique, mais effectivement, je le connaissais pas. Maralpin. C'est joli, hein. D'accord. Et du coup, ok. Du coup, première dépense surtout, le matos, les costumes, le maquillage, l'assurance, déposer les droits à la SACEM, etc., etc. C'est un peu les frais que tu peux pas éviter. C'est ça. C'est surtout le matériel qui fait la plus grosse partie, en fait. Une fois qu'on enlève le matériel, bon, il y a quelques croissants par-ci par-là, donc 27. À chaque fois, il y avait, je crois, un croissant, un pain au chocolat par personne. Quand on est 15 sur le tournage pendant 2 jours d'affilée, sur 27 jours, ça fait aussi, ça fait aussi des frais. Bon, ça, bien sûr, c'est pas inclus dans le financement participatif. ça me rentre pas dedans, effectivement. Quoi. Mais bon, et derrière, une fois que tout le monde est content, tout le monde est reparti, tout le monde a fait son montage, etc., il y a la partie communication. Faire connaître un petit peu la web-série, comment vous vous êtes débrouillé, comment vous avez investi les réseaux sociaux, comment vous êtes adapté aux nouvelles pratiques de votre côté, du coup. Alors ça, pour le coup, c'est un peu le point sur lequel on est des patates, pour être très honnête. On n'est pas super bon en com. Tout le monde. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est un métier, c'est un métier. Voilà, la com, c'est un métier de toute façon. Donc. Ensuite, comme j'étais orga en convention, j'étais orga sur Octogone depuis, je crois que c'est 2018. Cette année était ma dernière année, ça y est. Je m'en vais vers d'autres projets.
Oh, Mais d'accord. du coup, on est venu sur Octogone, on est allé aussi au Héros Festival, au Nice Fiction, au Fige, hein, parce que Cannes, c'est Oui. quand même très proche de chez nous. Donc voilà, en fait, on a fait beaucoup de conventions pour se faire connaître. On a investi TikTok, qui nous a ramené quand même pas mal de personnes. Donc là, il y a 720 personnes, je crois, sur YouTube. TikTok nous a ramené beaucoup de monde puisque on est sur un format où on essaye de faire quelque chose de dynamique et où surtout, en fait, si on a des gros mots à dire, on s'en fiche d'être monétisé. Donc on les dit quand même. Et on dit du politiquement incorrect et ça a tendance à plutôt plaire puisque ça se fait de plus en plus rare sur YouTube. Hein. Peut-être qu'un jour, notre saison 1 sera entièrement ban. Mais Profitez-en tant que la chaîne est là, c'est ce que j'ai à dire. C'est profitez-en, allez la voir maintenant, c'est important. C'est ça, exactement. Donc on a surtout investi en fait Facebook, Insta. On a essayé un peu Twitter, mais c'était vraiment très compliqué à gérer et on s'en sortait pas. Enfin X, pardon. Ouais, Et c'est ça, tout le monde comprend. Parce que là, si on dit qu'on a commencé à faire de la pub sous X, ça commence à faire ouais. Politiquement incorrect en plus, donc effectivement. Mais non, surtout Facebook, Instagram et ensuite TikTok. Et là, on commence maintenant à faire des shorts aussi sur YouTube. Donc, on fait des shorts pour l'instant exclusivement à base de la saison 1. Et à voir, on verra peut-être si la saison 2 fonctionne pas ou même si elle fonctionne bien, à continuer les shorts avec des petits formats exclusifs. Donc voilà. Mais pour l'instant, on essaye de nager à contre-courant et d'essayer de suivre le mouvement. C'est vraiment pas facile, ça prend beaucoup de temps, ça demande de s'investir dans les nouveaux formats qui sont pas forcément naturels, effectivement. Sur votre page de financement, j'en profite pour le dire, il y a toute une partie aussi, vous avez listé, là vous étiez présent, les interviews et machin, donc je le montre, je vais le montrer rapidement à l'écran, ça sera fait. Je vous montre où c'est sur le financement, les amis. Là, comme ça, vous pouvez aller voir rapidement toutes les interviews, vous avez fait des articles, etc. quoi. Oui. Et puis vous êtes en photo à Octogone, hein. Je vous ai beaucoup vu en photo. Je vous ai pas vu en vrai à Octogone, mais je vous ai vu en photo par contre. Ça, c'est marrant. Alors en plus à Octogone, c'est assez amusant puisque il y avait moi et l'illustratrice, parce qu'on a aussi dans le milieu du jeu de rôle, on a aussi des illustratrices. On a une illustratrice Tsuki no Slayer cool, qui était présent avec moi pour préparer le financement participatif. Et du coup, les 3 garçons qui sont sortis ont attrapé le Covid. Donc on s'est retrouvés que toutes les 2 Octogone. Sympa les mecs, merci de lâcher comme ça. Donc bon, ensuite, j'aurais pas voulu être à leur place personnellement, mais bon. Ouais, on s'est bien amusé. C'était sympa, on a vu plein de copains, donc c'était assez sympa. On a retrouvé pas mal d'amis, on a découvert aussi beaucoup de monde, et puis on a aussi des gens qui sont venus nous voir en nous disant bon alors la saison 2, j'ai adoré la saison 1. Ah c'est cool ça. Ouais, ok, c'est bien. Bon, on y va pour ça aussi. Ok. Ok, alors le petit financement, on va retourner dessus, hop, revoir un petit peu tout ça, que tu nous reparles un petit peu notamment si vous avez des paliers, des propositions un petit peu extravagantes que vous proposez dans le financement, parce qu'il y a le financement qui doit arriver à 23 000, c'était l'objectif matériel que vous avez fixé, parce que vous avez fait la liste, hein, je l'ai vu sur un Google Form, je crois, il y a toute la liste de tout le matos, et pourquoi on arrive à 23 000, c'est tout détaillé sur 23 000. Mais voilà, qu'est-ce que vous proposez à côté de ça? Comment vous avez vécu, comment vous avez préparé ce financement de votre côté? Alors, le financement, en fait, on a voulu être ultra transparent parce qu'on s'est dit c'est super élevé. Donc, on va être transparent, on va dire aux gens qu'est-ce qu'on achète. Et puis, il y a même sur le Google Form, il y a même en fait les liens. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous voyez même les caractéristiques techniques en fait de la caméra, du micro, de l'enregistreur, de la mixette, de tout ça. Donc, ce financement, donc jusqu'au 30 novembre 2023, il est en cours. Au niveau des paliers, il y a en fait tous les scénarios qui ont inspiré la web-série, la saison 1 et la saison 2. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a 6 scénarios qui sont jouables du coup dans l'univers de INS. Et il y a aussi une murder party, donc clé en main avec toutes les fiches de personnages déjà prêtes, la fiche du MJ, la fiche de qu'est-ce que les personnages doivent savoir, qu'est-ce que le MJ doit savoir, qu'est-ce que les joueurs ne doivent surtout pas savoir et qu'est-ce qu'ils savent. Et donc avec une murder party donc d'1 heure sur le thème en fait d'INS.
En palier, il y a aussi le fait de participer, mais en tant que personnage secondaire. C'est-à-dire que les personnages qui viennent, on va surtout faire les personnes qui viennent, ça va surtout être de la figuration, hein, puisque s'ils annulent à la dernière minute ou autre. Mais là, c'est vraiment incarner un personnage secondaire. Et point important, c'est que c'est eux qui choisissent le nom du personnage. Donc dans la limite, on va dire de la décence, pour pas que ce soit insultant envers certaines. Que ça reste collé à l'univers aussi, quoi. Que ça dénote pas avec l'univers que vous avez mis en place. C'est ça. Mais si la personne veut prendre son pseudo habituel, il y a aucun souci. Si elle veut faire un jeu de mots, il y a pas de souci. Ensuite, si c'est un pseudo qui est insultant envers une catégorie de population, là, ce sera non. On va dire la personne, écoute, trouve plutôt autre chose parce que là, franchement, ça craint de ouf. Mais voilà, donc un personnage secondaire. Sinon, il y a aussi les parties de jeux de rôle d'INS, donc que j'anime, donc pour jouer en fait la web série avec les acteurs. Directement. Ok. Donc voilà, il y a aussi les fonds d'écran de l'illustratrice, puisque c'est elle qui a fait entièrement le générique de la saison 1. Donc il y a aussi tous les fonds d'écran qui sont inclus à l'intérieur. C'est une super idée, hein, les scénarios en tout cas. Scénario, murder, effectivement, ça c'est une super idée. Hein. On s'est dit en fait déjà le financement il est assez élevé. On veut pas rajouter quelque chose qui donnerait des goodies où on devrait piocher dans le financement pour fournir des goodies. On s'est dit c'est pas l'intérêt en fait. C'est pas ça. Puis on s'est dit les scénarios en fait c'est vraiment clé en main et puis les gens peuvent vraiment avoir quelque chose en contrepartie et que nous financièrement on n'est donné que du temps et de l'énergie en fait. Ouais. Oui, c'est ça, parce que si vous promettez des trucs en retour, mais qui vous prend beaucoup de temps ou qui vous prend plus d'argent, c'est pas une contrepartie efficace, en fait. Derrière ça. C'est ça. La plus grosse contrepartie, en fait, on va dire entre guillemets, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre 100 ou 200 euros ou quoi que ce soit. La plus grosse contrepartie, ça va être, en fait, pour le monde rôliste, c'est la possibilité de dire, moi, j'aimerais bien participer à une web-série, j'aimerais voir à quoi ça ressemble, ou j'ai envie de participer. J'ai envie d'être figurant ou j'ai plutôt envie de donner juste un petit coup de main et d'être en coulisses, voir comment ça se passe, de participer en fait à cette atmosphère. Et du coup, c'est ça en fait la plus grosse contrepartie. Elle n'est pas marquée dans les paliers, mais du coup, c'est la possibilité pour le monde rôliste de pouvoir participer à tout ça. Sachant qu'au niveau participants à Octogone, on a fait beaucoup de communication. On a Croc, du coup, l'auteur d'INS, qui est venu sur le stand pour discuter un petit peu de la saison 1. Et il nous a dit voilà pour la saison 2 comment ça se passe, et on lui a dit écoute, si jamais tu veux venir sur la saison 2 il y a pas de souci. Et donc il nous a confirmé, il nous a dit oui il y a pas de souci, je viendrai sur un jour de tournage, on sait pas encore lequel, il faudra qu'on lui transmette le planning. C'est ça. On a aussi Luisorix qui nous a dit qu'il serait intéressé donc à voir en fonction du planning de tournage, notamment si c'est assez proche du Festival international des jeux à Cannes. Donc du FIGE, ça peut être éventuellement envisageable. Donc voilà, on a du beau monde qui sera. On est prêt en fait. C'est-à-dire que dès que le financement, si jamais le financement est ok, qu'il est rempli, qu'il est validé, dès fin décembre, nous on va commencer en fait à lancer les recrutements. Donc pour les rôles secondaires et la figuration. Donc on va recenser un petit peu les différents rôles secondaires qu'il va y avoir. On va lancer les annonces pour les figurants pour dire si vous êtes intéressés, faites-nous signe, question qu'on puisse vous inclure rapidement, vous transmettre le calendrier de tournage. Et ensuite, le temps de demander les autorisations municipales pour février, ça va être un petit peu tendu. Mais on risque dans tous les cas d'avoir aussi 1 an de tournage à raison d'1 week-end sur 2. Donc ça nous amènerait à début 2025. Et comme tu dis, après, comme c'est un week-end sur 2, t'as le temps et la motivation sur tes 2 semaines de prendre les rushs, commencer à faire tourner des rushs, à faire ta petite sélection, etc. quoi. Pour le faire au fur et à mesure et pas attendre d'avoir tout à la fin pour tout faire d'un coup, ce qui peut être un peu... c'est ça. Pour les acteurs, pour les acteurs principaux, il leur faut le temps d'apprendre le texte, de le répéter, de travailler aussi toutes les mimiques qu'ils vont avoir avec les mains pour rendre ça le plus fluide possible. Et donc du coup, nous pendant ce temps, effectivement, on fait le dérushage, on commence à envoyer au montage avec toutes les instructions. Et ça prend un temps monstrueux puisque sur une journée de tournage, on va avoir très facilement 4 heures de visionnage derrière pour regarder, vérifier. Donc bon. Et ensuite, tout ça pour au final se rendre compte au niveau de la post-prod qu'on a un problème. On a notamment une scène de combat où on a un faux raccord tourterelle
on a une tourterelle qui s'est posée sur un plan et qui n'y est pas sur le plan suivant. Et là, ça me déboule vraiment le faux raccord tourterelle, il est dire. Oui, enfin, on ne maîtrise pas la nature non plus. Elle a décidé d'être là. Là, du coup, on voit bien quand même qu'elle n'était pas très effrayée, la tourterelle. Ouais, bah, c'est une tourterelle complète. Après, si on apprend dans la saison 2 c'était un démon, ça passe, hein, tu vois. Un démon sous forme de tourterelle, ça passe, hein. La tourterelle démoniaque. Elle était là depuis le début, c'était le grand méchant. On en a parlé, effectivement, l'objectif, il est très très élevé. 23 000 €, mine de rien. C'est vrai qu'il est très 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 élevé. Comment ça arrivait au moment où vous avez validé ça, finalement, et comment vous le vendez un petit peu, cet objectif hyper élevé? Alors, du coup, en fait, cet objectif, il est déjà réduit. C'est-à-dire que, à la base, on avait un objectif qui était 30 000, et on s'est dit, c'est quand même vachement élevé. Donc, on va réfléchir, on va essayer d'écluser pour enlever le maximum possible. On a regardé aussi tout ce qu'on avait qui était réutilisable, surtout pour la saison 2, qu'on avait déjà de la saison 1, notamment un spot lumière. On a également Jérémy, donc qui incarne le rôle du voleur. Il y a déjà un drone, donc on prend pas le drone, on prend que la rotule pour adapter la caméra en fait sur le drone. On essaie de voir en fait partout où on peut gratter pour descendre, et on est descendu à 23 000. Le souci très souvent, c'est qu'on est comparé à de l'actual play. Très souvent, on nous dit oui, mais les actual play ils sont beaucoup plus bas. Mais oui, mais ils tournent pas en extérieur. Du coup, c'est vrai qu'ils vont pas avoir besoin de cage micro particulière. On va pas tomber sur du micro cravate ou ce genre de choses. On va pas avoir en fait les mêmes dépenses parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, tout simplement. Et c'est vrai que on a dû vraiment s'adapter au fur et à mesure dans la saison 1. C'était très très compliqué. Et un plan qui, théoriquement, aurait dû nous prendre 5 minutes, nous a parfois pris 3 heures. Donc ensuite, il faut se dépêcher parce que, à la limite, les acteurs peuvent rester disponibles sur le restant de la journée, mais le soleil s'en va. Et du coup, ensuite, on peut pas gérer la luminosité à ce point-là. Ouais, c'est vrai. Donc, ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Il y a sur le tournage, du coup, cette ambiance vraiment de dire, on est tous dans la même galère et il faut qu'on y arrive. Et quand on y arrive à la fin de la journée, mais c'est trop bien, c'est la fête en fait. Mais on aimerait en fait pouvoir simplifier tout ça pour que ce soit plus confort. Et du coup, plus confort, ça veut dire qu'on peut se permettre d'avoir des personnes en fait qui seront présentes sur la saison 2. Si on n'a pas effectivement ce matériel-là, le souci, c'est qu'on va tellement galérer en fait avec la tech comme on l'a fait dans la saison 1, qu'on n'aura pas possibilité en fait de dire aux gens, en fait venez et puis on fait un gros projet rôliste tous ensemble. Oui. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre des paliers, enfin pas des paliers, mais des contreparties. Oui. Pour essayer de motiver un petit peu les gens, les inclure le plus possible. C'est ça. Et aussi l'argument qui est très important, c'est la défiscalisation en fait, parce que ça reste un don à une association d'intérêt général. Donc à partir de là, si une personne décide, je donne un chiffre rond parce que je suis nulle en maths, mais voilà, si une personne fait un don de 100 €, elle a 66 € qu'elle récupère, qu'elle paiera pas d'impôt l'année suivante. Donc voilà, c'est un argument qui est assez intéressant. C'est pas mal. Mais c'est vrai que l'objectif est assez élevé. Mais en fait, on peut pas réduire plus parce que sinon, en fait, on va soit perdre beaucoup en termes de qualité parce qu'on aimerait monter en termes de qualité d'une saison à l'autre, c'est très attendu. Et du coup, on a un petit peu obligé, malheureusement, d'avoir un palier assez élevé. Et du coup, vous avez un plan B si jamais effectivement ça va pas au bout, parce que faut arriver à l'élever les 23 000. C'est quoi le plan B? Parce que vous n'allez pas vous arrêter comme ça en si bon chemin, quoi. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Parce que le financement, c'est aussi une manière de voir un peu le retour. C'est vrai qu'on a des statistiques sur YouTube, on a de la participation sur Facebook, etc. Mais le financement, c'est aussi, on va dire, un peu un qui tout double, de dire, en fait, soit on continue en fait dans ce format-là, parce que les gens sont intéressés, ils ont envie de participer et tout ça. Et dans ce cas-là, si on arrive à atteindre l'objectif pour pouvoir tourner dans des conditions correctes, allons-y, on le fait. Puis si les gens finalement sont pas tellement intéressés par le projet au niveau soutien, on va voir. Est-ce qu'on pense plutôt à un autre type de format qui nécessiterait un matériel de qualité moindre, ou comment on fait? Là, on va dire, c'est un peu une
une enquête publique d'intérêt, on va dire en quelque sorte le financement. C'est pour voir si vraiment les gens, ils ont envie de nous soutenir, ils ont envie de dire ah mais ce projet en fait c'est une tuerie, moi aussi j'ai envie de participer, j'ai envie de faire, ou s'ils sont en mode non c'est intéressant mais je dirais pas jusqu'à soutenir financièrement. Ça permet en fait d'avoir la température, savoir si ça intéresse les gens ou pas trop. Et du coup, c'est plus parlant, en fait, je trouve, que juste d'avoir des statistiques YouTube avec 400 vues sur une vidéo, etc. Ok. Et pourquoi le financement par rapport à essayer de faire une grosse com sur un Tipeee ou sur un Patreon, par exemple? Vous avez réfléchi à faire ça en parallèle ou à la place du financement? Alors le Tipeee, il est toujours opérationnel. On partageait un peu dessus à raison de 1 fois par mois. On faisait un post sur les réseaux pour rappeler qu'on avait un Tipeee, etc. Tipeee, puis même pour les gens qui ont vraiment un budget très très serré, il y a le Clippy qui permet de regarder en fait des vidéos publicitaires et ça reverse quelques centimes par vidéo, mais mis bout à bout, en fait, ça commence à faire des euros. Nous, on l'avait vu pas mal ça sur la saison 1, avant la saison 1. On avait recueilli quand même quelques dizaines d'euros comme ça via Clippy. Donc on partage un petit peu, on partage l'info. Et du coup, c'est en parallèle. Beaucoup, on avait dit aux gens, écoutez, plutôt que de participer sur Tipeee, il va y avoir le financement et tout ça. Et ensuite, à voir si finalement on part sur un autre type de format, dans ce cas-là, on rebasculera plutôt sur du Tipeee. Mais là, comme c'était quand même une très grosse somme, on s'est dit, en fait, on va voir si c'est juste réalisable ou si on maintient toute l'équipe en haleine sans rien derrière, quoi, en fait. Ok. Et du coup, pour cette saison 2, ça se fait sur d'autres... Alors, attention, c'est pas votre domaine aussi. Sur d'autres actual play, parties filmées, on voit souvent ça sur une saison 2, saison 3, on va changer de jeu pour essayer de toucher plus de monde ou des gens différents de votre public. Vous avez pensé peut-être, vous, sur votre web-série, ce qui n'est pas la même chose, filmée, etc., de changer de jeu également pour toucher d'autres publics? Alors oui, on y a pensé. Ensuite, sur la saison 1, on avait mis en fait des cliffhangers. Donc il y a 3 épisodes où il y a en fait une scène post-générique pour annoncer en fait ce qui va se passer dans la saison 2. Okay. Donc pour la saison 2, on reste sur une nominée Satanis en fait pour répondre à ces cliffhangers. Et par la suite, on a beaucoup dans l'idée de changer complètement d'ambiance et de partir soit sur du Cthulhu, soit sur du Patient 13. Mais l'intérêt en fait vraiment de rester dans des jeux de rôle qui sont adaptables en contemporain, donc pas forcément Donjons et Dragons, c'est qu'on a un décor naturel. En fait, c'est ça. Simplement. Le matériel, le décor. C'est ça, de pas passer tout notre temps à tourner sur fond vert. On aime bien aller tourner justement en extérieur et donc ça nous permet en fait de reprendre les rues. Et on pensait plus partir sur du Cthulhu, sur du Patient 13, sur quelque chose qui est un petit peu plus angoissant. Donc complètement différent. C'est vrai que si tu pars dans le Medfan tout de suite, tu finis en forêt 90% du temps, quoi. Finalement, bon, c'est un peu faible le niveau décor et c'est pas très. Pour toi en tant que réalisatrice ou pour toutes les types, c'est pas très enjaillant non plus de se dire on va filmer 90% dans une forêt, quoi. Pour faire un petit peu le Hobbit. Okay. C'est ça, se dire, venez les gars, on va tourner, on met un fond vert, on va tous à 15 rester enfermés dans une pièce pendant 20 heures. Pour faire un peu auberge et puis voilà quoi. Faire un peu donjon. Ok. Ouais, c'est compréhensible effectivement que le contemporain amène quelque chose aussi qui permet de mieux s'adapter, de mieux tourner, voilà, de réduire les coûts aussi, tout simplement, parce que un costume Medfan ou ce que tu veux, c'est aussi autre chose, quoi, niveau investissement. Ah oui, non, c'est quand même un sacré coup. D'autant que là, c'est facile en fait d'avoir les rues en fait autour de soi, les bâtiments, tout ça. C'est beaucoup plus pratique pour prévoir les lieux de tournage. Surtout que là, en général, on avait des journées qui étaient très chargées. On commençait aux alentours de 8-9 heures le matin et on s'arrêtait pas avant 18-20 heures le soir. Donc c'était des journées déjà assez chargées. Et en plus, on doit gérer vraiment toute une partie costume, s'habiller, etc. C'est très compliqué. Maquillage. Ensuite, pour la saison 2, par contre, on va se mettre en relation. On a déjà commencé avec pas mal d'associations différentes qui sont en fait sur Nice et alentours, notamment des associations qui font du GN, qui font de la reconstitution, puisqu'on a un démon du temps dans l'équipe principale, donc ça peut être intéressant de creuser. On a un démon de la folie, on a un démon des voleurs, on a un démon des âmes. Et donc, du coup, on s'est dit, on va pouvoir se mettre en relation, voire même
taper des bons délires. On s'est aussi mis en contact avec l'association de sabre laser. C'est dire en vrai, on est dans du contemporain, on peut faire ce qu'on veut. Donc on a une liberté en fait par rapport à ça. Mais inclure en fait les différentes associations, ça peut être intéressant. Ouais, on est un petit peu aussi sur le côté patrimoine en général, tu vois, montrer un petit peu ce que la région Alpes-Maritimes fait de mieux. C'est ça. Dans le milieu ludique, on a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, donc c'est intéressant aussi de mettre en avant toutes ces associations-là. Est-ce qu'il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais mettre un petit peu en avant qu'on clôture cette interview de ton côté? Oui, plus pour les personnes du coup qui connaissent pas encore la web-série. Si vous regardez la web-série, nous on est parti sur du politiquement incorrect. Donc le politiquement incorrect, il y a des personnes, ça les choque tout simplement. On a mis le pire dans l'épisode 1. On s'est dit vraiment l'épisode 1, on met tout. Comme ça, si la personne est complètement scandalisée, elle n'est pas scandalisée au bout de 18 épisodes. Voilà, c'est ça. On a mis le pire pas dans en traître. Ok, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, exactement. On joue carte sur table et ensuite le reste est beaucoup plus soft et du coup ça glisse. Mais vraiment, si dans la saison, si l'épisode 1, vous n'êtes pas choqué de ce qui est dit, c'est forcément la scène d'exposition, c'est un petit peu lent, les propos sont un petit peu bruts de décoffrage, puisque là, on vient d'avoir une personne qui vient de mourir et on lui dit, écoute, franchement, dans ta vie, t'as été un sacré pourri, donc je vais te réincarner sur Terre. Donc la personne va forcément dire, non, mais c'est pas vrai, je vois pas pourquoi tu dis ça. Donc on a mis le pire dans l'épisode 1. Comme ça, si ça passe, eh ben franchement, le reste de la saison, vous allez vous amuser. Ça vous a servi un petit peu, voilà, de mettre étalon. On peut aller là au maximum, et tout le reste, ce sera forcément en dessous, ou pire des cas, vraiment au même niveau, mais pas plus, quoi. Pas plus. Ok. C'est ça. Sachant que l'univers d'INS nous permet naturellement, en fait, de critiquer certaines choses. Donc les personnes qui ont compris que, en fait, on exagère volontairement pour critiquer la situation, du coup, elles ont tout compris, en fait. Les gens qui ont un petit peu de mal avec le second degré, effectivement, elles vont être très rapidement scandalisées dans l'épisode 1. Mais ensuite, on a vraiment le rythme de croisière qui apparaît à partir de la saison 2, que ce soit au niveau dynamisme des scènes ou au niveau des répliques. On a un personnage qui est volontairement très machiste. Et à côté, on lui a mis dans la même équipe un personnage féminin au comportement fort et vraiment qui a les nerfs en acier trempé et qui le rate pas à chaque fois. Donc, ça permet en fait justement de critiquer un petit peu certaines choses de la société. Alors attention, c'est pas du film d'auteur, hein, mais on s'est dit on va utiliser justement le fait qu'il y ait des personnages avec des répliques en disant mais qu'est-ce que t'as les règles ou quoi, et comme ça l'autre lui tombe dessus de manière systématique pour rappeler que c'est pas normal d'avoir ce genre de comportement. Bah oui, surtout quand c'est vous qui tenez le stand dans l'octogone, hein. Je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà, hein. On sait qui bosse, hein, dans les. Ça marche. Et c'est un autre point que tu voulais mettre en avant, peut-être, ou des remerciements qu'on n'a pas encore dit, ou des personnes qu'on n'a pas encore citées. Si tu veux, c'est maintenant. Alors du coup, en remerciement, je vais plus faire un remerciement groupé à l'association de jeux de rôle de Nice, CPDR, l'association C'est pas drôle, puisque on a majoritairement tourné en fait chez les membres, donc chez l'habitant. Et sinon, la majorité des personnes, que ce soit des acteurs ou de la régie, en fait, sont issues de l'association CPDR de Nice, avec qui on est en partenariat, qui nous prête aussi des tables quand on va au Héros Festival, par exemple, accessoirement, vu qu'on y sera, donc je crois que c'est le 11 et 12 novembre, donc on sera au Héros Festival. Et vraiment, l'association de jeux de rôle de Nice qui a été là tout du long. Et on leur a kidnappé des membres sur certains week-ends, parce que nous, le principe, en fait, c'est que Chronique Roleplay, c'est fait par des rôlistes et c'est fait pour des rôlistes. On n'est pas intéressé pour avoir de l'acteur studio, puisque on suit des personnages qui sont joués, et des fois qui sont un peu caricaturés, mais on veut que vraiment ce soit des rôlistes, qu'on n'ait pas besoin d'expliquer dans le script pourquoi la personne, elle est en train de crocheter la porte alors que la porte est déjà ouverte. Voilà, on veut des situations improbables, on veut des personnes, quand ils rentrent quelque part, ils fouillent frénétiquement avant de voir s'il y a des gens à l'intérieur de la pièce. Donc voilà, nous on est des rôlistes et on veut faire ça avec des rôlistes, à destination des rôlistes. Okay. Et on te voit sur internet peut-être, toi, ou ton producteur, ou quelqu'un de l'équipe sur internet en interview, ou en partie filmé, ou à un moment donné, ou c'est pas encore prévu? Alors oui, je vais intervenir chez Aki Hellfire, on va faire un actual play, j'interviens, mais juste comme ça. Juste comme ça. C'est bien. Non mais ça c'est de la com aussi, mine de rien. On s'amuse.
Mais c'est de la com aussi. Exactement, exactement. Et ensuite, pour l'instant, rien d'autre de prévu. On va surtout essayer de mettre le max de discussions sur le Hero Festival. On a pas mal fait d'interviews aussi. On a fait 4 interviews sur Octogone. Donc, il y en a 2 qui sont déjà sortis. Il y en a 2 qu'on attend encore. Donc, voilà, le temps de faire le montage. Ça marche. Mais, de toute façon, je remets les Facebook et compagnie en description. Et puis tu m'enverras le TikTok aussi, parce que du coup, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait TikTok. Je m'enverras le TikTok et je le mettrai du coup en description. Ça marche? Pas de souci. Je te remercie. En tout cas, pour le temps que tu as passé. Je vais juste faire un petit mot sur la fin que je vais glisser. Vraiment, on est parti en fait sur la saison 1 dans l'objectif de vivre une aventure qui était extraordinaire. On a proposé aux gens en fait de vivre quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qu'ils n'auraient pas l'occasion de faire dans leur vie. Et c'était vraiment ça en fait au tout début qu'on a lancé la saison 1. On s'est dit on veut juste vivre cette aventure-là ensemble. Et ça a dépassé largement nos attentes. Qu'on a vécu tous ensemble, vraiment, on était vraiment une communauté. On est des rôlistes, on a tous des expériences de campagne à raconter, ce genre de choses. On était vraiment soudés. On a vécu ça tous ensemble. On est très fiers du résultat que ça a donné. On s'est dit, en fait, on a envie de continuer. Hein. C'est vraiment addictif, on va dire. Et on a envie de le faire découvrir parce que ce qu'on a vécu, je pense qu'on a, comme les parties de jeux de rôle, on a des souvenirs en fait pour toute une vie. On a vécu des moments très très forts tous ensemble. De manière générale, c'est plutôt des moments humoristiques. Et vraiment, faut venir participer, faut venir voir en fait un petit peu comment ça se passe parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qu'on n'a pas l'occasion en fait de faire dans une vie. Et vraiment, moi, je le recommande à tout le monde ce qu'on a vécu. Bon, l'envers du décor aussi. C'est vrai, hein. C'est ça. Merci beaucoup. On finit sur une note d'optimisme en plus. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Hein. En tout cas, vous retrouvez tous les liens en description, évidemment. Et puis, le financement dure jusqu'au, j'ai déjà oublié, 30 novembre. 30 novembre. C'est ça. En plus, c'est un chiffre rond, c'est pas difficile. 30 novembre à minuit pile. Et c'est parfait. Et en plus de ça, les amis, n'oubliez pas que ce dimanche, non, c'est dimanche prochain, on change d'heure. Vous avez 1 heure de plus pour pledger. Donc, voilà. C'est pas, si ça c'est pas l'argument vraiment qui vous convainc, je vois pas ce qu'il vous faut comme argument quoi. Vous avez 1 heure de plus, donc vraiment n'hésitez pas, faites-le maintenant quoi. Et je te remercie, on se retrouve bientôt du coup sur les internets en tout cas. À très bientôt. À très vite. Ciao.